Bien, écoutez, je pense qu'on peut vraiment remercier M. Daniel Travier, car en effet, on ne comprendrait pas la suite de ce qui va arriver avec les monnaies si on n'avait pas cette vision historique. Donc je tenais avant toute chose, en effet, j'ai été couvert d'éloges aussi, donc je me mets bien gentiment et je vous remercie fortement, mais je ne les mérite pas. Surtout que ce soir, c'est pas moi qui devrais être là. Je vous rappelle qu'il y avait un troisième intervenant qui ne peut être parmi nous ce soir, qui est Arnaud Clément. Et en quelque sorte, je lui dédierai cette communication, puisque c'est lui le grand spécialiste du monnayage de Louis XIII à Louis XVI, car si j'étais un mauvais médiéviste, je suis encore un plus mauvais royaliste. Donc, je vous demande par avance toute votre indulgence. Et pour faire suite à ce que disait M. Travier, donc très, très important, c'est que nous avons décidé de nous partager en quelque sorte les rôles et la répartition, justement, vous présentant plutôt l'aspect général des monnaies, pour réserver une deuxième partie, donc à nouveau une intervention de Daniel, plus précisément sur des monnaies de la région, avec peut-être de nouvelles hypothèses. Voilà, donc ce qui permettra ensuite de vous lancer à vous le débat, et si vous avez des questions à nous poser à l'un ou à l'autre, donc de pouvoir y répondre. Et je tenais tout particulièrement, avant de commencer, de remercier encore une fois, déjà votre nombreuse présence. Je vois que le sujet des Rouennaises passionne autant que celui des Bernardins l'année dernière, et remercier en particulier, je pense, la mairie d'Andus qui a mis à notre service cette salle, qui a permis d'établir cette réunion, de travailler en commun avec le club numismatique Cévenol, la Fédération française de numismatique, et donc de permettre de créer un événement et de découvrir quelque chose que l'on connaît, ou de redécouvrir quelque chose qu'on ne connaissait pas si bien, ou pour certains peut-être de découvrir tout court. Et c'est ça le plus important. Et les monnaies vont nous apporter quelques informations. Dans 2 petites secondes. Alors, donc, nous n'allons pas, bien sûr, revenir sur le cadre historique, puisqu'il a été extrêmement bien développé par M. Travier, mais il nous permettra, au contraire, justement, de situer les monnaies. Mais avant de commencer l'histoire des monnaies, il faut vous évoquer justement ces monnaies. Premièrement, le monnayage de Louis XIII, donc, est bien connu, c'est un monnayage simple. Louis XIII monte sur le trône le 16 mai 1610, il meurt en mai 1643, le 14 mai. Et donc, nous avons 2 grandes parties dans le règne de Louis XIII qui se décomposent de la façon suivante. 1610-1640, un monnayage dit frappé au marteau. Et à partir de 1640, grâce à l'introduction du balancier monétaire, qui avait déjà existé auparavant, mais seulement pour des essais, l'introduction de la frappe mécanique, avec en particulier Jean Varin, qui va conduire, qui est le conducteur de la nouvelle monnaie de Paris, la monnaie dite du Louvre, et qui va permettre de mettre en place un nouveau monnayage. Ce soir, nous n'aborderons bien sûr pas la deuxième partie, puisqu'elle est hors cadre historique, puisque notre cadre historique, c'est 1621-1629, mais il faut quand même le préciser. Donc, comment vont se situer ces monnaies dites protestantes, ou monnaies, on a dit tout à l'heure, illicites. Certains diront illégales. En tout cas, dans un premier temps, pas de fausse monnaie. Mais nous verrons que la fausse monnaie va quand même venir se glisser dans le cadre de la monnaie protestante. Et pourquoi ? Donc le premier aspect, c'est de savoir quand est-ce qu'elle apparaît, cette monnaie. Donc on l'a vu dans le cadre historique, elle va suivre le cadre historique, elle va s'incruster, s'implanter dans le cadre des 3 guerres. Mais aujourd'hui, par rapport à la connaissance numismatique, c'est une apparition extrêmement tardive. En numismatique, le premier ouvrage est l'ouvrage de Leblanc, paru en 1690 pour la première édition, 92 la deuxième et 1702. Nous n'avons pas de mention des monnaies protestantes. Il y a une sorte de no man's land sur le sujet. Dans les grands ouvrages du XIXe siècle, en particulier le Hoffmann, qui est le premier ouvrage, le premier catalogue raisonné, pratique pour les collectionneurs, le monnayage protestant n'est bien sûr pas cité non plus. Vous ne le trouvez pas plus dans l'ouvrage de base qui nous servait encore il y a une vingtaine d'années, de Louis Siani, sur les monnaies royales françaises, paru en 1926, et qui reprenait en partie le travail de Hoffmann publié en 1878. Et là, si sous le numéro 1703, vous avez un dessin représentant un douzain protestant, avec la marque de MA, nous en reparlerons pour Montauban, nulle mention n'est faite d'un monnayage protestant.
Donc à quel moment va-t-on redécouvrir? On ne l'avait pas complètement oublié. Vous aviez un ouvrage paru en 1913 à La Rochelle qui faisait mention donc des monnaies du siège de La Rochelle, en particulier du premier siège de 1621-22. Mais en réalité, il faut attendre 1974 et journée numismatique de Montpellier pour découvrir sous la plume de Jean Laforie, qui était un numismate, un grand numismate spécialiste de la monnaie royale, un premier article consacré justement à cette monnaie protestante, et en particulier, il va faire l'état des ateliers, des différents ateliers qui vont monnayer, et que nous allons voir, nous, ensuite. En 1978, alors pour ceux qui sont numismates, il y en a parmi vous quelques-uns, la première édition du Victor Gadouril et Drouler sort, et c'est donc la première apparition des monnaies. Et en réalité, l'ouvrage ne fait que reprendre l'article de Jean Laforie de 1974. Plus important pour vous et la région est la publication d'une thèse consacrée au monnayage de Montpellier en 1986, sous la plume de Bruno Collin, que vous connaissez tous, avec une préface de Leroy Ladurie. Et lui va faire un état, alors il s'intéresse à l'atelier royal, donc il ne va pas traiter le monnayage protestant en tant que tel. En plus, il n'y a pas d'archives, car c'est ça l'important du monnayage protestant, nous n'avons pas d'archives conservées sur les productions, on a simplement les décrits des monnaies à plusieurs moments dont on va parler après, et donc tout ce que l'on peut supposer ne peut se faire qu'à partir de l'étude des monnaies elles-mêmes. Donc 86, cette date est importante. Elle est suivie par une publication en 87 de Droulers qui reprend le dossier, cette fois-ci à son compte seul, et qui reprendra encore le dossier en 2000 et en 2009. Et nous allons voir qu'il va même se créer des erreurs. Et nous verrons pourquoi et comment. Et tous les ouvrages, ensuite, vont se copier les uns sur les autres. Enfin, plus près de nous, Arnaud Clérand, qui lui s'est intéressé, donc il est poitevin, originaire de Parthenay, vous voyez, nous avons un lien avec les familles protestantes. Il a beaucoup travaillé sur La Rochelle, c'est lui qui a redécouvert l'atelier de faux monnayage, alors là, qui n'est pas protestant, mais de faux monnayage de La Rochelle, qui a été publié maintenant il y a 2 ans et qui va faire l'objet d'une republication complète. Et il a donc donné en 2005 un article paru dans cette revue qui s'appelle L'Armée et la monnaie, publié par la Sénat, sur les monnaies protestantes de l'atelier de La Rochelle. Donc ça reste l'article fondateur, et il va régler aussi ainsi le mauvais sort à pas mal de choses. Donc voilà pour un petit peu la méthodologie, la mise en place des structures. Donc le monnayage protestant va se décomposer suivant les 3 types d'opérations que nous avons découverts historiquement, qui correspondent, on ne les nomme pas guerres, mais ce sont néanmoins des guerres, qui se terminent à chaque fois par un édit de pacification ou une sorte de traité de paix, que ce soit le traité de Montpellier, on l'a vu, le traité de La Rochelle, ou l'édit de grâce d'Alès. Et donc les monnaies vont prendre place dans ces cas-là. Pour le théâtre des opérations, donc c'est un théâtre extrêmement vaste qui couvre en gros tout le sud-ouest jusqu'au sud-est, c'est-à-dire du golfe de Guyenne jusqu'au Languedoc. Mais principalement avec 3 ateliers principaux. Nous allons avoir La Rochelle, donc, qui est au nord de la... Ah, c'est simple. Donc La Rochelle, nous allons avoir Montauban, et nous allons avoir Montpellier et Nîmes. Donc qui sont en fin de compte, qui correspondent aux grands théâtres d'opération, qui sont entre les mains d'une même famille que nous avons évoquée tout à l'heure, sous la houlette de M. Travier, c'est-à-dire la famille de Rohan, avec d'un côté Henri et de l'autre côté Benjamin de Rohan, duc de Soubise. Donc pour les monnaies, c'est comme ça me permettrait de rester devant. Donc pour les monnaies, nous allons avoir 3 types de monnayage. Donc la monnaie royale se décompose en 3 grands types de monnaies. L'écu d'or, qui est malheureusement extrêmement rare. Normalement, l'écu d'or est frappé de 1610 à 1643. Et pour les émissions protestantes, nous n'avons aucune preuve. Droulers en donne pour les années 1621-22 pour l'atelier de Montpellier lors de la première guerre. Ils sont repris dans un décrit de 1623, puisque les monnaies ont été décriées en 1623, où il est dit qu'il a été fabriqué des écus d'or, mais on n'en a aucune preuve, aucune pièce n'est retrouvée, et il est tout à fait possible que ces monnaies n'aient pas été frappées, ou que toutes celles qui aient été frappées aient été refondues. Donc aujourd'hui, actuellement, nous ne pouvons pas affirmer que nous ayons des monnaies en or